pense, et c'est vraiment une conviction profonde, c'est qu'on peut pas, il n'y a pas d'IA pérenne sans une IA responsable. Voilà, ça je pense que c'est. Et le corollaire de ça, c'est qu'il n'y a pas non plus du coup d'IA responsable sans IA maîtrisée. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Deep Talk. Le Deep Talk, c'est le podcast de l'IA qui fait parler les faiseurs et les décideurs de la data et de l'IA en France. J'ai le plaisir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'accueillir Maxime Avez, Chief Data Officer du Crédit Mutuel Arkéa. Bonjour Maxime. Bonjour Rémi. Maxime, je suis enchanté de te recevoir. Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, que je suis un peu ton évolution et ça me fait un grand plaisir de te recevoir. Alors du coup, Maxime, aujourd'hui, si je te pose la première question, on va dire, c'est comment tu es arrivé au Crédit Mutuel Arkéa et quel était ton parcours ? Bonjour Rémi, merci du coup pour l'invitation. Alors donc j'ai démarré du coup ma carrière chez Decathlon il y a quelques années. Ensuite fait un petit saut du coup de l'autre côté de la Manche en Angleterre du coup chez Virgin, puis comment dirais-je, au Télégraphe auparavant. Et ensuite du coup j'ai décidé de rejoindre le groupe Crédit Mutuel Arkéa que j'avais identifié comme ayant déjà pas mal avancé sur les sujets d'exploitation de la donnée, avec notamment la mise en place du coup d'écosystèmes big data de manière très tôt en fait par rapport au reste de la place et même du coup du secteur. Et en gros avec un enjeu de au final l'étape suivante, ça allait être la partie valorisation des données. Comment est-ce qu'une fois qu'on a effectivement technologiquement des moyens pour exploiter ces données-là, comment est-ce qu'on allait accompagner le développement du coup des cas d'usage et le mettre concrètement du coup dans les mains des métiers. Donc c'est comme ça que j'ai choisi effectivement de rejoindre le groupe. Alors pour nos auditeurs, un Crédit Mutuel Arkéa, ça se trouve à Brest. Tout à fait. Donc c'est spécifique parce que c'est une grande banque française et du coup française, européenne. Française. Enfin alors on a effectivement des activités en Europe, mais sur nos activités de banque de détail, couvertes par le Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, c'est effectivement principalement. Ok, donc Brest, du coup, donc t'es venu dans les studios de Paris pour l'enregistrement, donc c'est déjà super sympa d'avoir fait le déplacement. Ton rôle aujourd'hui au sein du Crédit Mutuel Arkéa, c'est Chief Data Officer, plutôt responsable du data office, plutôt responsable de la data science. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations ? Effectivement, parce qu'on voit dans les organisations différentes, on va dire variétés de data office. Nous, globalement, on va couvrir 5 grandes missions. Effectivement, on a des missions sur la partie accompagnement à l'identification, au déploiement de cas d'usage de valorisation de données. Donc, globalement, très drivé par effectivement les sujets d'intelligence artificielle. C'est une IA Factory qui adresse ça. On a une mission, on retrouve pas forcément partout, c'est sur la partie plateforme data, c'est-à-dire que pour permettre le développement du coup de ces cas d'usage, on doit également faire évoluer notre plateforme data pour pouvoir déployer justement ces cas d'usage. C'est notre casquette la plus IT, j'ai envie de dire, dans nos activités. On a également la chance du coup d'avoir l'animation aussi de l'innovation au niveau du groupe. On a la chance d'avoir un comité de direction générale qui est dédié à l'innovation et donc par le biais duquel on va pouvoir exposer les travaux, les cas d'usage qu'on va développer, que ce soit en IA, mais pas que ce soit drivé par la technologie, mais pas que. Et donc, c'est un super endroit justement pour présenter et pour la direction générale également de prendre le pouls de ce qui se passe en matière d'innovation dans le groupe, que ce soit dans des directions centrales ou dans des filiales. Et puis ensuite, on a 2 missions qui sont plutôt de l'ordre de la direction de programme. On est en copilotage d'un programme de collecte de données extra-financières. On a des enjeux, une entreprise à mission. On s'est doté d'une performance globale. Qui dit performance globale dit collecte de données extra-financières également. Bien voilà, il y a des enjeux de collecte et puis on a un contexte réglementaire qui fait que on doit aller collecter encore plus de données extra-financières. C'est comment est-ce qu'on met justement tous ces outils au service de cette collecte. Et puis l'autre programme, et qui est une initiative également transverse de notre plan stratégique, on en a 7 initiatives de ce type-là, c'est comment garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Une fois qu'on s'engage effectivement sur ce type d'initiative, donc c'est globalement comment est-ce qu'on développe, des usages et une utilisation de l'IA qui soit responsable, et avec un contexte réglementaire qui est existant sur la RGPD, qui évolue notamment sur la partie AI Act. Et donc là, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à identifier des chantiers
pragmatique pour engager le groupe dans cette démarche-là. On va y revenir de toute façon. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Oui. En 5 jours dans la semaine, t'arrives quand même à avoir un peu de temps pour toi. On arrive à effectivement, et puis les équipes font un travail formidable. J'imagine que tu as beaucoup de monde en dessous. Combien tu gères de personnes aujourd'hui Aujourd'hui, globalement, sur le plateau du Data Office, on est entre 40 et 50 du coup au quotidien. Une belle équipe, ouais. Voilà. Avec des gens en interne et de l'accompagnement également avec des partenaires. Si on rentre un peu dans les sujets data, du coup, pour commencer, parce qu'il n'y a pas de data et pas d'IA sans data, bien sûr. Si on rentre un peu dans les sujets data, vous êtes une entreprise, j'imagine, qui tendait à être data-driven, data-centrique, comme on dit. Je sais que le Crédit Mutuel Arcade, c'est beaucoup de régions, beaucoup d'organisations, beaucoup de marques. Aujourd'hui, comment vous faites? Est-ce que vous êtes décentralisé, en data mesh? Comment est organisée la data au sein du Crédit Mutuel Arcade? Alors aujourd'hui, effectivement, quand on a mis en place d'ailleurs le Data Office, donc qui est une structure qui a été mise en place dans le cadre notamment du plan stratégique. Il a été mis en place du coup en janvier 2022 avec D'accord, c'est assez récent. Ouais. Ça reste assez récent effectivement. 2 ans, cette structure-là. Parmi les éléments clés en fait de la mise en place du Data Office, c'était de le mettre de toute façon en place dans une organisation hybride et d'être là pour catalyser les sujets du coup de valorisation de données et d'innovation. Quand on dit catalyser, c'est stimuler, c'est diffuser des bonnes pratiques, c'est structurer aussi un petit peu du coup la démarche, mais on est vraiment là pour justement être aussi en accompagnement à la fois d'ailleurs, parce que quand on dit hybride, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est hybride vis-à-vis du coup des entités métiers, donc des directions centrales. Donc quand on parle d'une direction centrale, c'est on a des directions risque, conformité, juridique, marketing. Et on a un certain nombre effectivement de filiales. Je prends l'exemple du coup d'un Fortuneo, d'Arkea, Banque Entreprise et Institutions, de Suravenir Assurance. Donc on va travailler et on va s'adapter aussi et adapter notre mode d'accompagnement en fonction effectivement de l'organisation aussi de ces entités qui ont tantôt effectivement des équipes data, tantôt ont des relais data, tantôt non pas forcément du coup de personnes directement dédiées à la data. Voilà. Donc on adapte ce mode de fonctionnement. On est aussi hybride vis-à-vis du coup de de la direction des systèmes d'information globalement, puisque au final on a à travailler avec différentes équipes de la DSI. Parce que la plateforme data, c'est quelque chose qui est assez large en fait, évidemment. C'est couvert par un certain nombre de technologies qui sont adressées par un certain nombre d'équipes. Et donc, on doit aussi travailler du coup avec toutes ces équipes pour réussir à faire un tout qui soit cohérent. Et ne serait-ce que de pouvoir dire, la plateforme data, finalement, c'est quoi chez Arkea? Quels sont ses grands enjeux? C'est quoi la roadmap? C'est quoi la vision? Si tu dois nous donner une stack technique pour les gens qui nous écoutent, qui sont très techniques, comme ça, en quelques mots, la stack technique chez vous, c'est quoi sur la data? Sur la data, c'est la question elle est effective parce que il y a énormément de choses. Mais ne serait-ce qu'en référencement, juste pour donner un ordre de grandeur, quand on a modélisé les capacités de la plateforme data, donc on s'est dit une plateforme data c'est quoi? C'est un ensemble de capacités métiers pour pouvoir parler globalement au plus grand nombre de c'est quoi une plateforme data. Et on a ensuite dit sur telle et telle capacité quelles sont les technologies aujourd'hui qu'on a en place et qui y répondent. On a identifié une 60aine. Donc je vais éviter du coup de faire l'estime à la prévère. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, on a un écosystème, notamment big data, qui est on-premise sur notre propre data center et qui est effectivement un écosystème important qui gravite notamment sur la partie data analytics sur un écosystème Hadoop qu'on a développé assez tôt. Cet écosystème, du coup, il date de 2009. Quand on même quand on prend un peu le recul, 2009 c'est très très tôt. C'est très tôt. On a également du coup et donc quand je parle de cet écosystème, c'est autour de cette plateforme. En fait, on a tout un tas de technologies qui gravitent évidemment. Ensuite, on a évidemment commencé aussi à travailler à l'hybridation du coup de cette plateforme, notamment pour répondre aux enjeux de certaines entités, certaines filiales. Et donc, on a commencé effectivement à déployer des environnements de données sur le cloud, sur du cloud public, et ce depuis 2017-2018. D'accord. Vous êtes quoi, GCP, AWS? Alors aujourd'hui, effectivement, donc c'est une stratégie qui se veut du coup multi-cloud. Maintenant, mais concrètement pour une DSI, de toute façon, si on veut entamer cette démarche-là, on a plutôt fait le choix effectivement d'aller dans un premier temps sur effectivement un cloud provider en particulier, en l'occurrence celui qui nous a apporté des garanties sur justement les chiffrements des données par des providers externes. Globalement, c'est Google avec les partenariats avec Thales et notamment du coup dans
lignée effectivement de ce qu'ils mettent en place avec le projet Sense. Pourquoi je te pose toujours l'environnement cloud? C'est intéressant parce que j'aime bien avoir derrière les solutions IA qui sont proposées par ces vendors cloud. Si tu prends du Azure par exemple, tu vas passer plus sur OpenAI, et si tu prends du Google, tu vas plus passer sur du Bard, Gemini, des choses comme ça. Ça me permet de savoir aussi et de savoir que les personnes puissent savoir vers où vous diriger, quoi. Ouais, et pourtant, au final, nous, aujourd'hui, on reste très ouvert, en fait. C'est-à-dire que il y a le fait d'avoir ton écosystème, effectivement, big data, et ton écosystème, du coup, data, effectivement, sur un cloud provider. Après, on ne se ferme pas du tout la porte sur les solutions, notamment IA, qu'on va pouvoir aller utiliser. Et, du coup, tu me tends la perche sur ma prochaine question. Donc, suite à la data, donc data de qualité, j'imagine depuis 2022, maintenant que vous avez la data platform, une bonne qualité de données. On va arriver sur l'IA. Il y a une révolution en 2022 avec la sortie de ChatGPT et l'IA générative. On a tous été trempés dedans. On a tous essayé une fois d'utiliser un ChatGPT. Quand c'est arrivé en entreprise, comment ça s'est passé? Ce que j'aime bien identifier, c'est un peu ressentir la révolution qu'il y a eu en entreprise, branle-bas de combat. Il faut absolument qu'on fasse de l'IA générative. Alors, je sais que toi, tu fais de l'IA depuis des années, comme beaucoup d'ailleurs de Chief Data Officer, vous avez des sujets IA, mais c'est vrai que l'IA générative, ça a quand même été une vraie révolution. Il y a un changement de paradigme derrière. Il y a vraiment un intérêt aussi pour les entreprises parce que, au final, le fait d'avoir eu une IA générative qui est mise dans les mains du grand public, de facto, il est mis aussi dans les mains des collaborateurs du groupe, que ce soit des dirigeants, que ce soit des collaborateurs qui sont dans tous les métiers. On est tous au même niveau. Et donc, ça change le paradigme parce que jusqu'à présent, on était plutôt avec des structures data IA qui essayaient d'aller embarquer, de montrer le champ des possibles. Là, le champ des possibles, les gens, ils l'ont testé dans leur quotidien. Et justement, ils ont maintenant envie, du coup, que ça arrive effectivement dans leur quotidien, on va dire, au travail. Et donc, nous, l'enjeu, c'est justement, du coup, de les accompagner parce que on doit, du coup, développer des solutions entreprises pour pouvoir justement permettre à ce que ces capacités-là soient accessibles aux collaborateurs, qu'on puisse y développer aussi des services à valeur ajoutée pour nos clients. Et pour autant, au final, tout ce qu'il y avait comme enjeu autour du développement de l'IA est toujours et d'autant plus d'actualité sur le développement du coup des IA génératives. Je vais prendre l'exemple, c'est les exigences qu'il y a notamment pour anticiper la réglementation du coup AI Act. C'est toujours du coup d'actualité. On n'arrête pas de parler effectivement des AI Act qui va être mise en application du coup prochainement. Ça c'est aussi vrai dans ce contexte du coup du développement du coup de l'IA générative. Et pour répondre aussi du coup à la question qui était comment est-ce que globalement on a pris le sujet finalement. Donc en fait très rapidement, et c'est là où c'est bien parce que ça fait le lien et ça justifie aussi à mon sens tout l'intérêt, la pertinence d'avoir ces missions-là au niveau du coup du Data Office, c'est qu'en gros la première chose qu'on a fait, c'est de présenter le sujet de l'IA générative dans le cadre du comité innovation en tant que territoire d'innovation. En fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est donner des grandes clés de lecture sur le sujet du coup de l'IA générative. On l'a fait très tôt du coup en fait en 2023. Et donc voilà, pour donner les grandes clés de lecture, expliquer effectivement les parties prenantes, ce que ça soulevait comme question pour les organisations, et aussi du coup de proposer une démarche à mettre en place, en sachant que de toute façon ça allait être quelque chose qui allait évoluer très rapidement tout au long de l'année 2023. Et puis maintenant quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est effectivement ce qui s'est passé. Globalement, ce qu'on avait demandé, c'était de pouvoir effectivement mettre en place du coup une task force pilotée notamment par le Data Office en associant à la fois justement et en laissant la possibilité aux entités métiers de venir échanger avec cette task force, identifier des cas d'usage. On en a eu très rapidement une cinquantaine d'identifiés. Je ferai juste une parenthèse sur ce que tu dis. Identifier les cas d'usage, il y a deux approches en fait. C'est où vous allez au plus proche des utilisateurs et des salariés dans l'échelle du Crédit Agricole. On recommence, on coupe, j'ai dit Crédit Agricole, il faut dire Crédit Mutuel. Ça va m'arriver souvent ça. Ouais, c'est pas grave, je recoupe. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, on essaye d'identifier d'où viennent les cas d'usage et donc tu peux avoir des cas d'usage qui viennent des salariés, mais tu peux aussi avoir des cas d'usage qui viennent du top management. Et là, dans ce que tu me dis, c'est que vous avez récupéré tous les cas d'usage des salariés. En tout cas, on est effectivement dans le fait de mettre en place une task force qui est là pour accompagner les salariés, le dirigeant également,
pour identifier justement ces cas d'usage. Ensuite, quand on a tous ces cas d'usage qui arrivent de manière très rapide, c'est quand on prend un petit peu de recul, on se dit mais en fait il y a beaucoup de cas d'usage qui sont assez similaires. Donc focalisons-nous sur ces cas d'usage parce que ce sont eux qui ont la plus forte probabilité ensuite d'avoir des enjeux à passer en production, passer à l'échelle. Ce qu'on voit aussi, c'est que au-delà de formulations assez, comment dirais-je, macro sur je veux interagir de manière différente avec un corpus documentaire, ok, mais la façon d'interagir, l'UX qu'il faut imaginer autour de cette interaction, quand on creuse un petit peu, elle peut prendre des formes assez différentes. Que ce soit du chat, que ce soit sur des produits, la terminologie, ce sont des produits de type ODQM, mais finalement, c'est du moteur de recherche augmenté avec... mais ensuite, on doit accompagner, montrer effectivement qu'il y a différentes façons ensuite d'interagir pour ensuite prioriser, nous, les développements pour que les choses puissent partir en production et soient passables à l'échelle assez rapidement. Et attention, c'est-à-dire que il y a cette task force-là auprès, effectivement, des utilisateurs. On a également mis en place des échanges très réguliers avec les fonctions risque, conformité, juridique, qui doivent également, et c'est très important du coup de les embarquer également du coup dans cette démarche-là. Ne serait-ce que pour expliquer ce qui cybersécurité, risque, enfin c'est vu effectivement, et en fait c'est expliquer, c'est important du coup aussi de leur montrer, faire toucher du doigt ce qui se passe, les attentes, leur montrer qu'on a aussi différents scénarios qu'on peut imaginer dans la façon d'implémenter ces cas d'usage. Et ça, c'est l'autre élément important qu'on a aussi mis en place très rapidement. On parle d'avril du coup 2023. On a demandé à est-ce qu'on peut ouvrir la voie exploratoire d'essayer de développer finalement notre propre modèle de fondation. Ouais, c'est génial ça. Ça, c'est une démarche vraiment du coup pour le coup singulière. Au départ, on y va très tôt parce que effectivement, et la notion du coup de temporalité est extrêmement importante sur ce sujet-là. On parle du mois de mai 2023. Et là, en fait, on se dit, alors oui, il y a des modèles open source, oui, il y a des modèles propriétaires, et en citant du coup on a bien en tête du coup les OpenAI, Microsoft, Google. Et on se dit, mais si on regarde un petit peu ce qui se passe en open source, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, tester, etc. On avait des modèles comme Bloom, comme Llama qui étaient déjà présents. Puis on se dit, mais si on veut le développer sur nos cas d'usage, voilà, ça reste des modèles qui sont assez volumineux, qui adressent, et volumineux parce qu'aussi on peut les interagir avec eux en plusieurs langues, mais on n'a rien aujourd'hui qui est vraiment spécifié, fine-tuné sur du français. Et on se dit, mais on a une petite idée, c'est-à-dire que si on a un corpus documentaire en français qui permet du coup d'interagir sous forme de chat, et là on a identifié des corpus documentaires publics qu'on a pu ensuite du coup retravailler, et on a entraîné, fine-tuné du coup notre propre modèle. On l'a testé, on avait développé notre propre protocole d'évaluation du coup des modèles, et en fait ce qu'on a observé c'est que le modèle il était super pertinent. Et pour le coup, ce que ça nous a permis aussi de nous faire comme conviction, c'est la différence de taille entre ces deux modèles-là. Ah oui, c'est ça. Et quand on dit la taille de ces modèles, c'est un impact direct sur l'aspect sobriété. C'est-à-dire que pour faire tourner un gigamodèle open source de l'époque, il fallait plusieurs dizaines de GPU pour chaque question qu'on allait lui poser. Sur notre modèle, et on en a fait 3 versions, sur le plus petit modèle, ça pouvait tourner sur une GPU, voire même du coup sur de la CPU un peu costaud. Voilà, l'ordre de grandeur, il était là. Ça nous a permis de faire toucher du doigt ces éléments-là. Ça nous a permis aussi de toucher du doigt les problématiques qu'on allait avoir sur les protocoles d'évaluation des modèles, sur la performance du modèle. Il y a la performance, on va dire, sur les leaderboards. Il y a la performance vis-à-vis qualitative quand on va le mettre dans les mains d'utilisateurs. Et puis finalement, parce que là, on parle plutôt sur l'axe sobriété, mais le fait d'avoir fait ces développements-là, ça nous a permis vraiment de maîtriser les problématiques sous-jacentes. Et la maîtrise, quand on parle du coup de souveraineté, c'est la première chose du coup à développer. Voilà. Et puis évidemment, depuis il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On regarde évidemment de très près les initiatives françaises avec du Mistral avec des OpenLLM, etc. Donc on est très ouvert à ça. On n'est pas à dire que le modèle qu'on a développé, on va l'utiliser sur tous les cas d'usage, mais on a la possibilité du coup d'y réfléchir.
Et je Et de pense faire que de la comparaison. et faire de la comparaison Bien sûr. avec des modèles, comment dirais-je, Classique. privatifs, Privatif. des modèles open source, notre propre modèle. Et fonction des cas d'usage, on peut challenger du coup la démarche. Et alors, vous avez des résultats intéressants justement sur ces modèles open source Il y a effectivement, Tu comment parlais de dirais-je, corpus documentaire, mais il y a Ouais. d'autres cas d'usage, j'imagine. aujourd'hui, effectivement, quand on a identifié du coup les grands cas d'usage, c'est voilà, je veux interagir de manière différente avec un corpus documentaire, que ce soit de la documentation technique, que ce soit des corps procéduraux, des modèles opératoires, et puis ça on peut en retrouver dans tous les métiers Des du coup de documents, il y en a partout. l'organisation. Je suis pas inquiet. Et après, effectivement, c'est comment est-ce que on fait interagir ces corpus avec un des modèles qu'on va pouvoir du coup sélectionner par cas d'usage. Et il arrive sur pas mal de cas d'usage qu'on challenge deux approches différentes pour se faire des convictions. Aujourd'hui, on voit encore que nos démarches open source, elles ont encore effectivement beaucoup de pertinence sur certains cas d'usage. Super. Sur d'autres, c'est moins le cas. Mais donc au moins, on est en capacité du coup de choisir et d'avoir un choix qui est éclairé. Je pense qu'il y a, enfin, c'est vraiment ça, du coup, l'enjeu de la démarche, c'est de donner et de permettre des prises de décision éclairées. Voilà. Et concrètement aujourd'hui, en cas d'usage, est-ce qu'il y a des chatbots, par exemple, en IA générative que vous utilisez? Est-ce qu'il y a du marketing digital, par exemple, du SEO? C'est intéressant sur l'aspect chatbot parce qu'en fait, ça fait depuis 2017 qu'on a C'est ce qui développé revient souvent. notre propre chatbot. Pareil, 2017, développé du coup, en open source avec du coup la plateforme TOC qui est une plateforme qui est utilisée notamment du coup par la SNCF et sur lequel on est contributeur. Et donc en fait ce chatbot, il a été assez challengé finalement en fait quand l'IA générative du coup est apparu parce que on a eu pas mal de métiers qui nous ont dit non mais votre chatbot il est obsolète. Sauf qu'en fait c'est pas le cas, c'est-à-dire que aujourd'hui, par contre, ce qui est une réalité, c'est qu'il fallait absolument augmenter de capacité d'IA générative ce chatbot. Parce que, pour prendre un exemple, demain, on a des questions, si on décide à un moment donné, effectivement, de l'ouvrir auprès de clients, voire même du coup de collaborateurs, il y a peut-être des questions sur lesquelles on ne veut pas que l'IA générative apporte une réponse, des questions sensibles, etc. Là, en fait, dans le chatbot, c'est je définis un scénario qui est effectivement un scénario identifié comme sensible. Je ne laisse pas l'IA générative y répondre, et pour le coup, je le route vers un conseiller, un assistant. Mais ça, en fait, c'est pas l'IA générative qui répond à ce workflow, à ce produit-là. C'est le chatbot. Et donc, le chatbot, il a fallu le doper très rapidement du coup de capacité d'IA générative, ce qu'on a fait, et c'est là-dessus qu'on a priorisé. Mais pour autant, là où on a du coup de la chance, c'est d'avoir développé en fait suffisamment tôt ce chatbot. Parce que là, pour le coup, ça nous permet d'être super réactifs en fait sur le fait de doper des chatbots à l'IA générative. Voilà. C'est marrant, je fais un peu un parallèle avec ce que tu dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont peur de l'IA générative. Je pense que l'IA générative va remplacer l'être humain, mais je pense que moi, je le vois plutôt, dans mon approche à moi, je le vois plutôt comme un copilote, comme une augmentation en fait de l'être humain. Et ben là, c'est typiquement l'exemple, puisque tu prends l'IA et elle a été augmentée d'IA générative. Exactement. Donc en fait, il faut vraiment le voir comme ça. Et je pense que c'est cette vision-là qu'il faut donner aux gens sur les prochaines années. C'est que faut pas avoir peur des IA, faut être justement les maîtriser, les utiliser, savoir les utiliser et dans quel cas les utiliser. Et donc du coup être augmenté et aller beaucoup plus vite sur les productions. Ça me permet de rebondir du coup sur ma prochaine question. Quel est l'impact aujourd'hui de l'IA générative sur les salariés et sur l'employabilité au sein du Crédit Mutuel Arca? Aujourd'hui, et puis cette question-là, cette question-là, elle peut être prise sous vraiment différents axes parce que aujourd'hui, en fait, on est en train de regarder justement comment est-ce que l'IA, et je parle pas que de l'IA générative, justement, peut aider en fait finalement et être mise au service du coup des collaborateurs. On travaille avec les entités qui nous sollicitent, qui voient du coup un intérêt. Donc on est vraiment du coup dans cet accompagnement-là. On est dans la démarche aussi d'évaluer ce que ça fait gagner en termes de valeur. Je parle pas forcément du coup. Et donc on est vraiment du coup aujourd'hui dans cette démarche-là. J'ai aucun cas en fait sur lequel on a eu forcément du coup de la crispation ou quoi que ce soit. On est plutôt au contraire, c'est plutôt vraiment bien perçu comme je sais pas si on peut traduire ça comme compagnon, mais comme effectivement une façon de faciliter du coup le travail au quotidien. J'ai un exemple qui est assez parlant aussi, c'est que et je pense que c'est là où on voit que l'IA a gagné en maturité. Je prends l'exemple d'un cas d'usage parce qu'en général ça parle bien. C'est sur le sujet de collecte de données extra-financières typiquement. On a des enjeux du coup de collecter les données de DPE. Voilà. DPE, c'est les diagnostics de performance énergétique.
Donc là, globalement, au départ d'un projet de ce type-là, c'est comment est-ce qu'on va demander finalement à nos réseaux de distribution, globalement aux conseillers, d'aller faire la saisie de ces données-là dans le cadre du coup de parcours typiquement de crédit immobilier. Mais au final, du coup, là, on va aller demander de la saisie, donc de l'effort supplémentaire à un conseiller qui a probablement du coup d'autres choses à faire quand il est en relation effectivement directe avec le client. Et en fait, ça a été de se dire, mais avec l'IA aujourd'hui, on devrait pouvoir capter cette donnée-là et si on a en tout cas le document papier, si on a le document papier, un bon outil de la DRAD devrait permettre de le faire. Donc on a expérimenté parce que entre devrait permettre de le faire et le dire c'est bon à 80-90% ou alors en fait ok ça permet de le faire mais à 40%, c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est là que l'enjeu de l'expérimentation est important. Ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que c'était performant. Ces modèles-là sont vraiment du coup performants pour capter cette information. On a ensuite du coup déployé ce modèle-là, ce qui permet finalement de collecter effectivement la donnée, donc qui est un enjeu et qu'on doit faire, sans impacter finalement le travail du conseiller. Eh bien ça en fait c'est un sujet qui est intéressant parce que finalement ça a été transparent dans le process. On n'a pas demandé, on n'a pas eu à faire du forcing sur voilà il va falloir saisir cette donnée supplémentaire, etc. On a mis l'IA au service d'une nouvelle tâche et d'un nouvel enjeu. Et les employés sont ravis, j'imagine. En fait, c'est presque même presque transparent, mais à la limite, c'est tant mieux. C'est aussi comme ça, en fait. Et c'est là où je vois qu'il y a un changement parce que finalement, ces sujets-là, qui sont peut-être un peu moins visibles, c'est aussi comme ça que concrètement, on met l'IA au service de l'entreprise. Il y a des enjeux du coup de collecte de ces données-là. Et au service des collaborateurs, on leur rajoute pas une tâche supplémentaire par rapport à ces enjeux de collecte. On les utilise pour leur expertise. Comme voilà, ça, exactement. On leur alourdit pas du coup. Exactement. Et je trouve que cet exemple-là, il est très parlant en fait aujourd'hui justement de ce que. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, on continue sur le podcast. On aime bien parler au Deep Talk de l'IA Act. C'est le sujet du moment. Alors, quand on enregistre, là, on est au mois de février. Je sais pas quand est-ce qu'on va le diffuser, mais en tout cas, le 2 février, il y a eu ils ont voté l'IA Act d'un point de vue européen. Quel est l'impact aujourd'hui et quel va être l'impact dans les mois à venir au sein de ton entreprise? Alors, la façon dont on aborde ce sujet-là, parmi les missions du coup du Data Office, j'évoquais la démarche autour de la data et l'IA responsable. Donc là, l'enjeu, ça a été justement d'essayer du coup d'anticiper en fait, notamment cette réglementation en adoptant une démarche IA de confiance. Et globalement, ça a été de se dire bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce que on a la possibilité d'engager concrètement de manière pragmatique pour essayer du coup de travailler sur ce sujet-là. On a identifié assez tôt finalement des acteurs comme le LNE, le fait aussi qu'il y ait un cadre normatif qui déjà existe et de se dire. Le LNE, c'est une organisation. C'est une organisation, pardon, oui, c'est une organisation qui va permettre tout à fait, de faire notamment du coup de la certification IA de confiance, basée notamment sur des corpus normatifs et donc qui pose un certain nombre du coup d'exigences. Donc nous déjà c'est de regarder par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on faisait du coup dans le groupe. Comment est-ce qu'on peut se mettre effectivement au niveau de ce corpus normatif en faisant évoluer nos process, nos procédures, des aspects du coup de documentation. Et donc on s'est inscrit très rapidement effectivement dans cette démarche-là avec justement le fait de viser cette certification qui est un très bon moyen finalement du coup d'anticiper les exigences qui vont arriver et qui vont être formalisées par le biais du coup de l'IA Act. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a engagé depuis globalement un peu plus d'un an. C'est attention, dans ces cas-là, soit entre guillemets, on se dit qu'on a tout à construire et en gros, ce sont des exigences complémentaires et on réinvente un petit peu la roue. Nous, on a plutôt la perception d'essayer de voir comment est-ce que ça peut s'articuler, notamment avec des exigences ou des dispositifs existants. Évidemment, il y a des choses qui sont à développer, des choses nouvelles à créer. Et donc, on travaille sur ce sujet-là depuis maintenant un peu plus d'un an. Et qui est, à mon sens, un excellent outil justement pour anticiper ce volet réglementaire. Parce que je pense qu'il y a rien de pire, surtout dans le contexte actuel, de se dire on voit bien tout l'enjeu à développer, à accompagner, et puis de se retrouver dans 2 ans à devoir finalement en fait faire du travail de mise en conformité, et ça ce serait contre-productif. Et c'est pas parce qu'il y a l'IA générative qui bouscule un petit peu tous les codes
que ce travail sur la partie préparation réglementaire est justement oublié, au contraire. Bon, on fait pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a l'IA et qu'on a envie de tout développer Exactement. qu'on fait pas n'importe quoi, et on respecte bien sûr les réglementations, et surtout, voilà, comme tu l'as dit très bien, pour pas revenir dessus quand ça va sortir, et il va falloir faire de la complémentarité, de la compliance, ça va peut être intéressant. Si tu dois nous donner un peu de chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres aussi chez DeepTalk, combien de cas d'usage aujourd'hui sont en cours chez vous, et combien vous en avez prévu sur les prochaines années? Alors, IA générative. IA générative. Ouais. Ok. Concrètement, là aujourd'hui, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était la 50aine de cas d'usage qui ont été identifiés. Je pense qu'on doit être un peu plus parce que vraiment on en reçoit du coup au quotidien. Concrètement, aujourd'hui, les développements, si je prends l'exercice du coup de l'IA Factory, ils sont aujourd'hui sur une dizaine du coup de cas d'usage qui travaillent du coup au quotidien, mais parce que qui sont censés arriver en prod du coup. C'est des cas d'usage. Alors, qui sont censés. Donc là, c'est de l'expérimentation justement, parce que ce que je disais, c'est que on a besoin de l'expérimentation pour réussir à confirmer ou infirmer que c'est bien entre le fait d'avoir un modèle d'intelligence artificielle générative et le fait d'avoir une expérience utilisateur spécifique à un métier, etc. C'est là où l'expérimentation du coup a de la valeur. Ça veut pas dire que, parce que là on voit bien que il y a parmi cette dizaine du coup de cas d'usage et plus les demandes qui ont émané, globalement on sait qu'il y a des choses qu'il va falloir du coup industrialiser rapidement. Donc on a anticipé et on a commencé et initié ces travaux-là pour justement pouvoir développer et mettre en production là très rapidement effectivement des solutions qui répondent du coup au plus grand nombre. Mais globalement, voilà, en termes d'ordre de grandeur, sachant que, encore une fois, dans la dizaine de cas d'usage, globalement, il y en a notamment 2 qui vont pouvoir adresser, en fait, comment dirais-je, par nature et par mode de fonctionnement, beaucoup d'autres cas d'usage très rapidement. Voilà. Oh, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, quand tu parles d'expérimentation, ça consiste en quoi? C'est un POC, c'est un MVP, c'est de comprendre un peu. En fait, expérimentation, c'est on part effectivement d'une problématique exposée par un métier. Si je prends l'exemple sur des corpus documentaires, c'est quels sont les corpus documentaires sur lesquels vous voulez du coup interagir. Donc aidez-nous et on vous aide du coup à identifier et à faire le travail de pré-processing de ces documents-là. Et puis ensuite, on le met dans une UX qu'on imagine. Et donc ensuite, le travail, c'est par itération, comment dirais-je, rapide, d'avoir les retours du métier sur tiens, au final, ah oui, mais je pensais que le niveau de performance allait être un peu plus important, ou je pensais en fait que finalement c'était pas forcément le listing que je voyais, le listing du coup des sources que je voyais apparaître en premier, je le vois finalement plutôt comme une interaction de chat. Bon dans ces cas-là et ça c'est hyper important parce que si on n'est pas dans cette agilité du coup d'accompagnement, il risque du coup d'y avoir du coup de l'aspect déceptif. Donc l'expérimentation pour moi, elle a vraiment beaucoup de valeur de ce point de vue-là, parce que encore une fois, tout le monde veut faire de l'IA générative, mais quand on creuse un petit peu, comment est-ce que vous voulez vraiment du coup interagir, quel UX vous imaginez vraiment, là il y a beaucoup moins de conviction, il y a beaucoup moins de conviction, et c'est là la valeur et la vertu de l'expérimentation. Et pour autant, je n'oppose pas sur le fait de dire attention, si on fait que de l'expérimentation et qu'il n'y a rien qui part derrière en production, et c'est pour ça qu'on a anticipé aussi sur des travaux plutôt de développement de produits qui sont amenés à être pérennisés. Mais en fait, si on se loupe dans le cadrage de ce qu'on veut justement développer et pérenniser, au final, on aura peut-être à côté de la cible. Ah, mais c'est très intéressant. Si on rentre un peu parce qu'on arrive bientôt à la fin du podcast, sur la technique, plutôt RAG ou fine-tuner? Globalement aujourd'hui on a les deux. La partie comment dire, on a fait effectivement du coup du fine tuning. Maintenant pour les cas d'usage, quand je parle d'interagir sur des corpus documentaires, on est beaucoup sur des architectures de type RAG. Mais aujourd'hui il y a bien les deux travaux qui sont engagés. Là où les équipes comment dirais-je, notamment côté IA Factory, focalisent aussi pas mal de leur travail, c'est sur cette notion du coup de pré-processing de documents. Ouais. Je pense qu'il y a quand on parle d'évolution, notamment des métiers et des grandes questions aussi qu'on se pose, et au final, cette phase de pré-processing des documents, est-ce que c'est pas, d'ailleurs, la question peut être, c'est au data scientist de le faire, c'est au data engineer, et au final, pour moi, je le considère un petit peu comme, pour faire le parallèle, c'est un peu
le feature engineering qu'on avait sur des données tabulaires, globalement aujourd'hui ce feature engineering c'est le pré-processing des documents. Parce que si on ne fait pas bien ce pré-processing, finalement, bon voilà, si la donnée n'est pas bonne, voilà, exactement, ou n'est pas bien pré-traitée. Aujourd'hui, sur les documents, traiter dans les documents les images, les tableaux, c'est parce que quand un humain va lire un corpus procédural, il va interpréter facilement qu'il y a un tableau, l'information qui est contenue dans le tableau. Pour la partie IA générative, c'est un travail. Bon, il y a beaucoup de travaux sur le multimodal, etc. Et pour information, notre dernière contribution open source vise justement ces aspects-là, notamment sur les données tabulaires. Donc on continue d'ailleurs la partie contribution open source, puisqu'on a vraiment cette conviction. Je pense que c'est globalement quand on lit, c'est des choses qui sont assez partagées. Mais si on veut développer aussi des communs numériques européens, les entreprises peuvent aussi du coup s'investir et c'est ce qu'on essaye aussi de continuer à faire. On n'est pas juste dans un effet d'annonce d'avoir annoncé le LLM développé par Arkia au mois de septembre. On est vraiment dans cette logique profonde de continuer à contribuer à ce genre du coup de dispositifs. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que pour moi l'avenir passera par l'open source de toute façon sur ces modèles-là et un mélange des deux. Sûrement, on utilisera les deux, je pense, et des modèles privés et des modèles open source. Ouais, et puis des modèles, c'est-à-dire qu'encore une fois, aujourd'hui, on est on teste, on challenge les autres modèles open source, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que dans cet aspect du coup open source, on a une contribution, on connaît bien du coup évidemment notre modèle, on voit comment on continue à le faire évoluer, on sait qu'il y a d'autres aussi acteurs qui développent et qui ont des investissements qui sont intéressants et donc qui vont accélérer grandement, et il y a des choses en plus qui sont souveraines, donc c'est absolument génial quoi. Après il y a un aspect coût. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coût de développer un modèle open source, c'est pas pareil que si tu prenais une licence sur un modèle privé. Donc, il y aura aussi cet arbitrage-là à faire, je pense, dans les années, dans les mois et dans les années à venir. On arrive un peu sur la fin du podcast. Si aujourd'hui, je te donnais une qualité, parce que bon, tu sais que je dirige le cabinet Unix, si tu dois donner une qualité à tes ressources que tu recrutes demain, ça serait quelle qualité? Une qualité aux ressources que je recrute? Alors, qualité première, on va dire. Aujourd'hui, et parce que dans les ressources qu'on va recruter, il y a vraiment différents types de profils. Donc, on a aujourd'hui besoin effectivement d'expertise. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que je pense, et c'est vraiment une conviction profonde, c'est qu'on peut pas, il n'y a pas d'IA pérenne sans une IA responsable. Voilà, ça, je pense que c'est. Et le corollaire de ça, c'est qu'il n'y a pas non plus du coup d'IA responsable sans IA maîtrisée. Et qui dit maîtrise, dit qu'on va continuer à avoir besoin justement de gens qui maîtrisent et qui connaissent techniquement effectivement ces éléments-là. Donc on a cet enjeu-là. Donc pour ces personnes-là, c'est oui, il y a encore effectivement besoin de ces aspects techniques. Et puis après. Pour des data scientists aussi qui vont travailler dans des structures type IA Factory, c'est que attention, le gros du sujet n'est plus que de l'évolution technologique. On est sur une transformation d'entreprise désormais. Et donc, il va falloir vraiment accompagner les métiers à expliquer aussi ces éléments-là, tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a des éléments, oui, la souveraineté, les modèles de LLM, etc. Ça peut paraître comme du vocabulaire assez technique finalement, mais quand on parle des enjeux de sobriété, de souveraineté, on est sur des enjeux du coup d'entreprise. Donc il faut que les utilisateurs aussi soient sensibilisés. Il faut qu'on accompagne des collaborateurs pas forcément spécialisés dans la data au prompt engineering. Donc il faut, c'est plus du soft skill et ça c'est là où je voulais par rapport à la qualité. C'est oui, il faut aussi du coup des capacités de soft skill pour accompagner dans cette transformation qui est une transformation du coup d'entreprise. Ce sont pas toujours les experts techniques qui vont permettre d'avoir bien maîtrisé, qui vont pouvoir faire ces éléments-là, mais ensuite après c'est du management justement dans ces équipes, c'est de réussir à bien faire interagir ces deux types de profils, parce que les deux ont un intérêt crucial dans la transformation. Je te rejoins complètement sur les soft skills. Moi, je vois de plus en plus aujourd'hui dans les fiches de poste qu'on me donne, des gros pavés soft skills. Alors que pendant des années, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'avais du hard skills, j'avais les technologies, j'avais les outils, j'avais 3 pages d'outils. Aujourd'hui, je vois un pavé soft skills. Et en fait, c'est important parce que dans chaque révolution industrielle, que ce soit le numérique, que ce soit l'Internet à l'époque, la data,
l'IA, il faut avoir aussi ce mindset Ouais, complètement. et cette bon esprit pour aider justement les entreprises à évoluer, à se transformer et à faire passer tous ces messages-là d'apprentissage, d'acculturation. On n'en a pas parlé, mais c'est hyper important l'acculturation aussi sur ces sujets-là. Ouais. Pour petit mot de la fin, du coup, quelle est ta vision sur les IA dans les années à venir? Vers quoi on se dirige? On se dirige vers une IA générative, une IA, une AGI, comme on dit, une IA généralisée. Généralisée. Non, c'est pas vraiment des robots. La vision. Non, par contre, le potentiel effectivement du coup de transformation pour les organisations et donc pour les expériences qui vont être proposées par ces organisations, hein, que ce soit d'ailleurs en interne dans la vie du coup de l'entreprise, dans les produits et services qui vont être proposés aux clients. Ça va amener du coup beaucoup de transformations. Je pense fondamentalement que ça va permettre de repositionner aussi l'humain du coup au cœur du coup des interactions et parce que les interactions justement on en a aussi de plus en plus besoin à cette heure où le digital on va dire évolue aussi grandement avec ses capacités complémentaires liées aux IA génératives. Je pense que on va avoir aussi beaucoup de sujets sur l'articulation et devoir jongler entre tout le potentiel offert par ces leviers du coup de transformation et le fait de le développer de manière responsable, éthique, transparence. Et ça donne quand même pas mal de boulot parce que oui, on peut y voir une certaine forme du coup d'antinomie et pour autant c'est là-dessus qu'il va falloir trouver et positionner judicieusement aussi le curseur pour que ce soit une transformation qui profite au plus grand nombre mais qui soit une transformation du coup ça me permettra de te réinviter dans un an pour savoir ce qui s'est passé, pour voir tous ces cas d'usage. C'était hyper intéressant. Ton dernier livre de chevet sur l'IA, c'était quoi? Si t'en as un ou pas d'IA. Non, j'ai pas forcément du coup là de dernier. Enfin, j'ai plus le titre exact en tête. Si on peut faire une pause, tu peux réfléchir. Non, honnêtement là, j'ai pas de. On switch. Je pourrais le donner à posteriori, mais j'ai vraiment pas le nom je l'ai là. C'est quelqu'un qui me l'a transmis, mais j'ai plus le nom. On aime bien parler des livres. Ok, bon, on coupera ça. C'est pas grave. Ok, écoute, merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Tu nous as éclairé. Merci beaucoup Maxime, tu nous as éclairé sur énormément de sujets, notamment sur les cas d'usage, la manière dont ça a été mis en place, l'IA générative, l'IA Act. C'est hyper intéressant, c'est vraiment ce que nos auditeurs viennent chercher. Du coup, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. C'est écrit juste en dessous, s'abonner à la chaîne Deep Talk by Unique pour recevoir les prochains épisodes et à regarder aussi les anciens épisodes. Je te remercie encore beaucoup Maxime d'être venu. À très bientôt. On te suit du coup sur les réseaux, LinkedIn, je sais que tu as Twitter aussi. Je mettrai tout ça dans les commentaires. Et puis à très bientôt. On te suit dans ton actualité. À très bientôt sur l'IA. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.